Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Solveig Fenet-Chantreau. Je suis éthicienne et fondatrice de maïeutique.com. Avec maïeutique, je m'inspire de la maïeutique, la méthode socratique d'une naissance philosophique à soi-même et de l'éthique pour questionner notre maternité et la maternité sous toutes ses formes. J'ai constaté, de par mes expériences académiques, professionnelles et de maternité, que la compréhension partagée et vécue de la maternité est étonnamment limitée. La maternité est essentiellement vécue comme l'expérience physique, biologique et ponctuelle de l'accouchement. Mais qu'en est-il de nos expériences et de nos questionnements qui précèdent, avant même la puberté, pendant la puberté, et de celles qui suivent, voire postérieurement à la ménopause? La maternité, c'est également une part de notre identité de femme en évolution constante. Et avant même d'être mère, il y a d'abord la nôtre. La maternité, c'est également une composante indispensable de notre société, avec un passé, un présent et un futur. Elle est ainsi l'objet de discours, d'idéologies, de pratiques, de technologies, de rapports humains et de l'État qui l'organise. Finalement, le parcours de soins qui nous prépare à l'accueil de notre enfant est la rencontre de notre identité maternelle avec les réalités de la maternité dans la société. Et il peut y avoir concordance de valeurs ou conflit de valeurs. De là émergent des tensions éthiques. Alors je pose la question, qu'est-ce que la maternité ? Nous pouvons y répondre de multiples manières, et c'est ce que je souhaite faire avec mon podcast maïeutique. Car cette compréhension limitée de la maternité constitue un obstacle dans notre connaissance de soi, dans la création de savoir sur la maternité, et donc dans notre capacité à agir dessus. Alors, experts ou étrangers de la maternité, que peuvent partager avec nous l'historienne, l'anthropologue, la psychologue, la généticienne, la juriste, la philosophe, le biologiste et d'autres encore? Le modèle du podcast maïeutique est unique, car il s'adresse à vous toutes, que vous soyez mère, grand-mère ou pas, étudiante, adolescente, professionnelle de la santé et de la périnatalité, ou encore académicien, académicienne. Vous avez la possibilité de rencontrer l'intervenante dans un séminaire organisé après l'entretien, où vous posez toutes vos questions, partagez vos expériences et discutez sur le sujet abordé dans l'épisode pendant 1 heure. Le format podcast séminaire est créé avec la volonté de générer un enrichissement mutuel autour de la maternité, parce que ces conversations sont indispensables pour définir la maternité d'aujourd'hui et celle de demain pour nos enfants. Allez, maintenant place à l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, nous commençons la 3e conversation de maïeutique avec un entretien en présence de Yannis Constantinides. Yannis Constantinides est professeur de philosophie à l'école Boulle, d'éthique appliquée à l'espace éthique de l'Île-de-France, où j'ai moi-même étudié, et d'humanité médicale à Paris 3. Bonjour Yannis, et bienvenue. Bonjour Solveig, merci de m'avoir invité. Oui, merci à toi aussi pour ta participation et ton temps. C'est très apprécié. Pour cet épisode, je t'ai laissé le choix du sujet qui sera ensuite discuté au séminaire le 16 mars de 20h à 21h30. D'habitude, c'est vrai que jusqu'ici, j'ai choisi les sujets, mais je trouve ça sympa aussi de laisser les intervenants choisir leur sujet. Ça permet d'ouvrir un peu les perspectives de réflexion. Alors, pour reprendre le sujet que tu avais proposé, donc l'idée est de partir de l'absolue indétermination de la naissance, les rencontres hasardeuses des parents et hasard de la procréation, et de montrer que le bébé est tout de même un héritier, pas seulement de traits physiques, mais de jugements de valeur transmis pour ainsi dire avec le lait maternel. Destin anxiolytique qu'il assumera ou rejettera par la suite sans pouvoir s'en affranchir totalement. Voilà. Yannis, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet-là et en quoi il t'a inspiré ?
Oui, bien sûr. Hasard et destin, c'est une de mes vieilles questions, on va dire, la dialectique hasard-destin. Et je suis en train, alors c'est beaucoup dire parce que le livre traîne depuis très longtemps, mais je suis en train, on va dire, malgré tout, d'écrire un livre sur le hasard, où l'idée maîtresse, alors ça s'appellera Le coup est parti tout seul. J'aime beaucoup ce titre. L'idée maîtresse, c'est que tout est fait aujourd'hui pour nier le hasard dans je dirais, dans son indétermination justement absolue. Tout est fait pour le réduire. On ne veut rien laisser au hasard, littéralement. On veut rien lui Oui. laisser, on veut tout lui prendre. Et donc on nie, je pense, ce caractère vraiment totalement aléatoire de la vie. Voilà, c'est le vrai aléa, ce que j'appelle le vrai aléa, pas l'aléa calculé ou calculable. C'est-à-dire le fait que le coup peut partir seul, vraiment. La pièce peut tomber de n'importe quel côté sans qu'on puisse prédire cela. Même si aujourd'hui on essaie de le faire d'ailleurs, on essaie de prédire même le pile ou face. Et donc l'idée c'est comment est-ce que de cette absolue indétermination on arrive à quelque chose qui serait de l'ordre du destin. D'accord. Oui. Euh, En effet, il y a dans la volonté de contrôler énormément les naissances et de plus en plus. Et dans le dernier épisode, on parlait justement de la souffrance en maternité. Et c'est intéressant de voir que ce qui est aussi ressorti, c'est que dans cette souffrance de la maternité, ce qui fait, ce qui a pu faire, ce qui peut faire le plus souffrir, c'est finalement ce hasard qui surprend et qui dérange, qui met mal à l'aise. Et c'est comme si dans le hasard, il n'y avait pas d'ordre ou de beau naturellement. Oui, bien sûr, on est dans une époque de programmation des naissances. Voilà. On choisit la date, parfois. Certains, en fonction de leur travail, des enseignants, par exemple, se débrouillent pour avoir des enfants début septembre, pouvoir s'arrêter jusqu'à Noël, au minimum. J'exagère, mais à peine. Donc, on est dans une programmation de naissance. On est dans une surveillance, tu le sais mieux que quiconque, surveillance très médicalisée de la maternité. Donc avec tout hic, tout accident, toute mauvaise information révélée à la deuxième échographie, par exemple, étant vécue comme un drame, comme si on contrôlait réellement les naissances. Voilà, à mon avis, l'illusion absurde qu'on a aujourd'hui, c'est de limiter ce hasard, d'être dans une vision vraiment programmée des naissances. Oui. Euh, J'ajoute là la procréation médicalement assistée, bien sûr. On sait que ces techniques sont vieilles maintenant. On se souvient du bébé Amandine de René Friedman que j'ai ouais. rencontré une fois, qui se prend littéralement pour Dieu, hein, clairement. Alors tu couperas peut-être ça au montage. Mais la procréation médicalement assistée est intéressante parce que elle rejoue le geste, si on veut faire un peu de culture théologique, elle rejoue le geste en fait de Dieu littéralement. Parce que quand Dieu donne un enfant à Sarah, alors il bat tous les médecins, hein, parce que Sarah doit avoir 90 ans. C'est ce que j'appelle la procréation théologiquement assistée. Euh, quand il donne Isaac à Abraham et Sarah, c'est littéralement un miracle, puisque Sarah ne peut plus avoir d'enfant littéralement. Donc la médecine a reproduit ce miracle en permettant à des couples, alors pas à tous bien sûr, mais à des couples souffrant d'infertilité, on va dire relative, d'avoir quand même des enfants. Mais cela ne réduit pas, c'est ça qu'il faut voir, ne réduit pas l'absolue indétermination de la naissance malgré tout. Parce on peut faire en sorte qu'un couple ait un enfant, même si la nature, entre guillemets, ne l'avait pas prévu. Mais on peut évidemment pas décider du bébé que ce sera, même s'il y a tous ces délires, ces fantasmes autour de la couleur des yeux, de la Ouais. couleur des cheveux, etc. Oui, oui, les design babies. Voilà. À Chypre, par exemple, certaines officines garantissent à 60% le sexe de l'enfant. 60%, c'est pas beaucoup mieux que ce que fait la nature, hein. Et je ne sais pas si Ouais, ces chiffres sont d'ailleurs correspondent à la moindre réalité scientifique. ouais. Oui, oui.
Euh, et il en est de même que finalement dans le hasard, il y a comme il y a comme une fatalité qu'on chercherait à éviter. Et ça revient à la volonté aussi de vouloir contrôler une sorte, une certaine une autodétermination de soi. Il y a aussi, je trouve, dans nos sociétés, la volonté de vouloir s'exproprier, en fait, s'extirper, pardon, de ce qui est naturel, le naturel et l'imperfection, euh, et qui rend nos vies compliquées et surprenantes, et qui, euh, et qui nous amène à penser aussi l'autonomie et l'autodétermination de soi à des sens qui sont très extrêmes, à vouloir faire ce qu'on veut de son corps, par exemple, et dans la naissance, il y a aussi beaucoup de ça, on le voit dans les naissances, à vouloir consentir pour tout, finalement. Mm. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup été discuté, mais le consentement est libre et éclairé a été un peu utilisé dans un certain excès où les femmes ont été encouragées à dire non à beaucoup de choses et à pouvoir déterminer toutes les parties de leur accouchement, alors qu'on sait qu'en pratique, c'est plus compliqué, surtout quand il s'agit de la santé autant de la femme que du bébé. Et euh, qu'est-ce que... Oui, je suis d'accord. Je dirais que le principal ennemi, c'est justement le hasard. C'est-à-dire que tu l'as dit, l'autodétermination, enfin le mythe de l'autodétermination, s'oppose à l'indétermination, puisque justement on cherche à réduire le rôle du hasard. Bon, on a toujours voulu contrôler les choses, bien sûr, pour se rassurer, pour avoir des repères, pour ne pas se dire qu'on est livré au hasard, parce que c'est un sentiment assez terrible, assez angoissant, bien sûr, mais au prix, je dirais, d'une auto-illusion, comment dire, d'une auto-hypnotisation, où on ne se rend pas compte de ce qui ne dépend pas de nous. Voilà. C'est hmm, l'expérience. Je dirais le hasard, c'est quand le hasard est malheureux qu'il se fait bien sûr le plus remarquer. Les hasards heureux sont accueillis à bras ouverts, bien entendu. Mais le hasard malheureux, c'est le moment où justement un grain de sable arrive dans notre programmation parfaite et nous oblige, voilà, c'est la chute d'une tasse, que sais-je, ou de petits accidents qui nous obligent finalement à changer de trajectoire, à changer de... C'est un peu comme dans Épicure, le clinamen, hein. C'est ce petit écart que crée le hasard qui rompt l'harmonie apparente ou qui rompt la perfection géométrique. Voilà. Et bien sûr, quand une naissance se passe bien, quand tout s'est passé comme prévu, ce qui est le plus souvent le cas, bien sûr, personne ne s'interroge, bien sûr, sur les hasards qu'on a potentiellement malheureux qu'on a pu éviter. Voilà. On appelle ça dans le domaine du nucléaire, on appelle ça les presque accidents. Voilà. Quand on reste dans le presque accident, bien sûr, et que ça se termine bien, personne n'y pensera réellement après, sauf peut-être la mère un peu traumatisée par le presque accident. Mais dans le nucléaire, voilà ce qui est intéressant, c'est pour ça que c'est de la sécurité maximale, quoi qu'on en dise. Dans le nucléaire, on fait une enquête sur le presque accident pour savoir comment on s'est mis dans cette difficulté-là. Donc, on reconnaît finalement, on reconnaît la force et le poids du hasard. Mais je pense que l'être humain qui nie toute forme de hasard, voilà, un peu comme le personnage de Thomas Bernhard dans Maître ancien, qui programme sa vie à la seconde près, qui fait tous les jours la même chose pour se rassurer. Évidemment, l'imprévu finit par se produire sous la forme de la montagne, et donc il est obligé de bousculer sa routine. Voilà. C'est ce, c'est ce petit caillou dans la chaussure, ce petit écart qui fait partie de la vie, bien sûr, mais qui est si mal vécu aujourd'hui. ouais.
Et alors, tu parlais donc de l'absolue indétermination de la naissance entre donc, rencontre hasardeuse des parents et hasard de la procréation. Mais alors, j'ai trouvé ça intéressant en effet parce que là ici, ça amène tout de suite l'idée que on ne choisit pas sa famille. Et cette expression qu'on peut se répéter souvent entre amis quand on se plaint de sa famille et des problèmes familiaux. Et ben, on choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Et pourquoi c'est intéressant parce que quand on est dans une famille, on est avec inévitablement avec une histoire de famille. Donc il y a souvent à la maison les photos des ancêtres qui nous rappellent qui étaient les grands-parents, les parents, les arrière-grands-parents et tout ça, et aussi ce que transportent ces ancêtres, ces fantômes de la maison, de ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, de ce qu'ils ont pu accomplir ou rater aussi. Et de là se positionne aussi un destin, justement, pour ce nouvel enfant dans la famille, ce nouveau descendant dans la famille, et que pour cet enfant-là se joue déjà autant le besoin de se lier à cette histoire pour se construire, et autant le besoin de pouvoir s'en détacher, ce qui n'est pas chose aisée. Bien sûr, bien sûr. Mais là, on parle justement de la naissance sociale. C'est la deuxième naissance, comme on a pu le dire, après la naissance biologique. Et la naissance sociale, c'est le fait de présenter l'enfant aux parents, aux grands-parents, aux amis, etc. Voilà. Et là, effectivement, on inscrit de facto l'enfant dans une histoire familiale qu'il n'a pas choisie. Mais si l'ado, comme tu le disais, si l'ado un petit peu fâché avec ses parents dira on ne choisit pas ses parents, la formule inverse est correcte aussi. On ne choisit pas ses enfants non plus. On choisit d'avoir des enfants, plus ou moins, parce que ça peut être aussi une décision dictée par l'alcool ou par un moment d'égarement. Mais sérieusement, même si on choisit d'avoir des enfants, même si on a un désir d'enfant très fort, on peut pas avoir le désir d'un enfant en particulier. Ça n'existe pas. On peut après être ravi de ses enfants, bien entendu. C'est dans le meilleur des cas, c'est parfait. Et puis on peut s'y résigner, bien sûr aussi. Hein. Tu as dû traiter déjà l'idée du regret maternel. Moi, je trouve que ce coming out aujourd'hui est assez effrayant de mères qui disent qu'elles ont subi le fait d'avoir des enfants et qu'elles ont obéi à une norme ou elles ont voulu se conformer au désir d'un autre, etc. Mais voilà, je pense que une fois l'enfant né, c'est quand même terrible pour lui d'entendre qu'il n'a pas été souhaité ou voulu. Mais on choisit pas ses enfants au sens de... C'est toujours ce point d'interrogation. Et je pense que le monde de l'échographie aujourd'hui, qui est très scénarisé, on fait des échos 3D, etc., qu'on vend à prix d'or, bien sûr, à des parents gogo. Le moment de l'échographie, c'est justement la découverte ou la prédécouverte de cet enfant. Voilà, là encore, on réduit la part de hasard. On fait une simulation électromagnétique pour que les parents puissent voir leur bébé, entendre son cœur, tout ça. Et donc, on limite là encore le moment, je dirais, de la révélation, c'est littéralement ça, la naissance, où certains pouvaient être jadis, avant l'intrusion médicale, assez surpris par le bébé, dégoûtés parfois, parfois aussi ravis, etc. Voilà. Donc on choisit d'avoir un enfant, mais on choisit pas cet enfant-là. Et pour donner une anecdote personnelle rapidement, ma femme, ou plutôt ex-femme à présent, avait fait une fausse couche 6 semaines ou 2 mois avant de tomber enceinte de ma fille. Donc je me suis toujours posé cette question. Alors j'adore ma fille, elle est parfaite, donc c'est plutôt une bonne solution. Mais je me suis toujours dit, ça aurait pu être tout à fait une autre. Voilà, c'est simplement ce raisonnement, je trouve un peu de science-fiction, mais intéressant. C'est-à-dire que le bébé, si elle avait tenu, peut-être que ça serait une fille aussi, peut-être évidemment, je l'aurais aimé comme j'aime ma fille actuelle, bien entendu. Mais voilà, ça aurait été une autre personne tout à fait. Et ça a tenu à très peu de choses. Et il a fallu, bien sûr, que l'une
que le premier fœtus meure tôt pour qu'elle puisse tomber enceinte de ma fille actuelle. Voilà, donc ça tient à très peu de choses. Et j'ai toujours été personnellement pénétré, habité par cette idée de hasard. La vie tient à très très peu de choses finalement. Oui. Je nourris une réflexion. Donc, je voulais revenir sur la rencontre fortuite des parents dont tu parlais rapidement, pendant que Ouais. tu nourris ta réflexion. Euh, évidemment, je n'oublie pas que les mariages arrangés existaient jadis, même en Occident, et qu'ils existent encore aujourd'hui, bien sûr, dans beaucoup de pays. Mais voilà, même quand on arrange un mariage, bien entendu, il n'y a pas d'assurance d'avoir le bébé souhaité. Voilà, on reviendra sans doute sur l'eugénisme très Non, rapidement. non, mais c'est d'ailleurs historiquement, les rois, les grands seigneurs faisaient appel à des magiciens ou à des... alors, je confonds constamment les deux, astrologues ou astronomes, qui Astrologue, pouvaient... Comment? astrologue. Astrologue, qui pouvait déterminer, merci, qui pouvait déterminer le, la charte de naissance de bébé justement pour savoir quel serait déjà si ce serait un bébé bien né et s'il aurait un bon destin. Hein. Et que pour beaucoup de bébés, ça a scellé leur possibilité de vivre ou de ne pas vivre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est affolant, c'est-à-dire que euh, on a longtemps voulu justement réduire ce hasard qui devait être monstrueux dans le temps, parce qu'on devait pas repérer bien sûr les malformations avant la naissance, on pouvait pas les repérer. Donc se retrouver, bien sûr, d'autant plus lorsqu'on avait choisi le conjoint, se retrouver avec un enfant entre guillemets déficient, sans aller jusqu'aux extrêmes de Sparte, bien sûr, avec la présentation du bébé au presbyte, au sage qui décidait s'il était conforme ou pas. Je pense qu'il y avait toujours cette crainte, cette anxiété d'avoir un enfant entre guillemets pas conforme. Voilà. Donc même en arrangeant le mariage, on ne, enfin, on pense maximiser ses chances d'avoir un enfant sain, un enfant bonarien, etc. Mais sans garantie évidemment. Oui, exactement. Et, je rebondis sur quelque chose que tu as dit précédemment, c'est que en effet, on ne choisit pas ses enfants, et donc c'est là toute la différence entre vouloir mettre au monde un enfant ou un humain pour, en effet, contribuer, je dirais d'une certaine manière, à l'effort de l'humanité ou Mm. à créer des humains pour demain. Donc c'est créer, mais c'est aussi donc, éduquer un humain pour demain, éduquer un adulte et à ne pas engendrer simplement pour avoir des enfants qui nous ressemblent et qui vont répondre à nos attentes de destin ou d'études ou de profession qu'on a pour lui, ou même de mariage, je dirais, même encore aujourd'hui. Oui, absolument. C'est pour ça que moi je mettrais un petit bémol par rapport à la fameuse thèse psychanalytique de la projection, des projections des parents sur leur enfant, qui sont évidemment complètement détruites par l'arrivée d'un enfant handicapé ou d'un enfant trisomique, etc. Parce que je pense que ces projections sont vagues. Au-delà de l'attente, par exemple, de l'espoir qu'un enfant reprenne le boulot du papa, voilà, comme tu as dit pour les rois, qui veulent des héritiers mâles, etc. Au-delà de cet espoir, bon, qu'on va dire humain, trop humain, il y avait toujours cette indétermination, là encore, dans la naissance, de savoir si l'enfant serait à la hauteur. Finalement, on a toujours ce doute. Est-ce que Oui. l'enfant sera à la hauteur de, non pas des projections, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir de projections précises, mais à la hauteur des espérances placées en lui. Et là, je pense que beaucoup de parents dans l'histoire se sont heurtés à cette problématique très simple que nous connaissons bien aujourd'hui, qui est le fait que cet enfant est différent de nous
et que évidemment ce n'est pas un clown et que il a ses propres envies et qu'il va vouloir évidemment rejeter nos espérances. Et je dirais même, pour conclure là-dessus, même si l'enfant finit par reprendre le travail de papa, ce qui est toujours possible bien sûr, ce qui est confortable, ce qui est la voie royale, etc. Ça ne veut pas dire il est le même que lui. Voilà, je pense que c'est un moment il a renié peut-être un peu de sa spécificité pour choisir la conformité. Voilà. Je raconte une anecdote très rapidement. Au Liban où j'ai grandi, il y avait un jeune homme de mon âge qui voulait absolument pas reprendre le travail de papa, qui avait une entreprise qui marchait bien et lui souhaitait la laisser à son fils, bien sûr, une entreprise de lavage de vitres. Et comme les vitres étaient souvent cassées au Liban, il avait beaucoup de travail. Et donc, le fils, pour échapper à ce destin, justement, qui lui paraissait trop terne, lui il voulait découvrir la littérature, il voulait écrire, voilà. Il vient à Paris où il vit chichement parce que le père lui avait coupé les fonds. Il travaille, il fait des petits boulots pour survivre, etc. Bref, il y passe 3 4 ans à vivoter, puis il rentre au Liban. Il reprend toujours pas le travail du père, mais, alors c'est presque trop beau pour être cru, mais c'est la vérité. Mais il ouvre une entreprise concurrente de lavage de vitres pour reprendre un peu le marché de son père. Et là, enfin, on a tous trouvé ça très drôle parce que finalement, il accomplissait la prédiction du père tout en s'en écartant du point de vue voilà, de la dépendance, on va dire, de la soumission autoritaire. Et cela rappelle d'ailleurs un bon mot de Václavic, Paul Václavic, de l'école de Palo Alto, qui raconte dans un livre cette anecdote d'une mère atroce qui tourmentait ses 2 garçons qu'elle élevait seule et elle leur disait à tout bout de champ, parce qu'ils faisaient des bêtises, etc., qu'ils allaient tous les deux finir à l'asile. Et en effet, l'un d'eux est devenu fou et l'autre psychiatre. Donc ils ont tous les deux fini à l'asile. Mais voilà, pour dire que cette anecdote, se non è vero è ben trovato, n'est-ce pas? Cette anecdote, en tout cas, est intéressante parce que la prédiction, comme tu parlais d'astrologie tout à l'heure, la prédiction des parents confine à l'astrologie, c'est-à-dire, voilà, c'est bouteille à la mer. Mais évidemment, il y a des prophéties autoréalisatrices et il y a des prophéties, bien sûr, que l'enfant, pour diverses raisons, après avoir dit non, etc., peut vouloir réaliser quand même pour plaire à ses parents, par confort, comme je l'ai dit, etc. Oui. Mais alors justement, est-ce que c'est... euh, je rebondis sur la première histoire que tu as racontée avec cet ami au Liban qui veut pas reprendre l'affaire de son père. Donc, alors d'un côté, moi j'entends aussi l'Oedipe finalement. Donc, tu es le père ou tu es la mère qui, après le travail de toute une vie, et, et aussi, mais aussi parce que il y a quelque chose d'intéressant quand on fait partie d'une lignée, et je pense que suivant le statut social dans lequel on peut être, cette lignée peut avoir une importance sur sa vie plus ou moins forte, et, et dont on va, qui va faire la fierté de sa famille ou pas, mais aussi dont on peut se vanter. Et il y a euh, donc dans ton sujet, tu parlais donc, du bébé comme étant tout de même un héritier, mais pas seulement justement des traits physiques de la famille où les parents s'exclament à chaque fois, ou alors tout le monde fait ah dis donc il ressemble vraiment à sa mère, ou alors dis donc il a vraiment pris du père, ou alors dis donc il a vraiment pris de la grand-mère. Ou alors il a les yeux ou le nez. Bon voilà, on va retrouver toutes les parties du corps décortiquées chez le parent et l'autre. Mais c'est aussi un héritier d'un jugement de valeur. Et, euh, et c'est et là c'est aussi intéressant de trouver cette perspective où on a souvent vu, je pense parce que c'est aussi encore assez présent, très présent dans la société, dans notre société, c'est une famille aristocratique ou de la noblesse peut très facilement
se remémorer les faits d'armes de la famille, il est passé plusieurs générations et se les approprier comme si les exploits de son ancêtre étaient finalement ses exploits par naissance. Platon, dans la République, se moque justement de cette aristocratie qui cherche à survivre finalement déjà sur des biens matériels, mais aussi sur les vertus de leurs ancêtres passés, comme si c'était ça qui faisait leur supériorité aux autres de la République. Hmm. Oui, voilà, il y a des rentiers, si on peut dire comme ça. Il y a des rentiers de la noblesse, il y a des rentiers du mérite qui vivent sur les actes de leurs ancêtres, effectivement, et qui pensent il suffit d'être né justement pour bénéficier un petit peu par capillarité, un petit peu manière automatique, de bénéficier des qualités des parents. Et là, on peut rappeler, tu sais, le fameux passage du mariage de Figaro de Beaumarchais, où il reproche au comte, parce qu'il est un grand seigneur, de se croire être un grand génie aussi. Voilà. Tout le monde connaît cette tirade, bien sûr. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, enfin, vous êtes du reste un homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister sainement. Voilà. Donc lui était personne à la naissance, bien sûr, le valet, mais il est voilà, c'est un texte qui avait séduit Hegel justement. Mais à la force de ses bras, il s'est hissé au sommet, si on peut dire. En tout cas, culturellement, il a effacé son déficit social, il a augmenté son capital social, comme on dirait aujourd'hui. Alors que le noble, bien sûr, vit sur ses acquis et n'a rien développé de tout ça. Et là, on retrouve, Solveig, la parabole des talents dans la Bible. Lorsque Jésus donne des talents, enfin, le personnage dont parle Jésus dans la parabole donne des talents à ses trois fils. L'un d'eux dilapide, bien sûr, le talent. Voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut penser aussi au talent de naissance, le talent inné, donc ce que transmettent les parents. Donc l'un le dilapide, l'autre le conserve sans l'augmenter, et le troisième le fructifie. Et donc là, on a exactement mon propos, c'est-à-dire que on part bien sûr toujours avec un bagage à la naissance, un bagage axiologique, voilà, des valeurs que l'on a en nous, des valeurs qu'on nous a transmises pour ainsi dire avec le lait, comme dit Platon dans ce passage. Et donc, qu'en faisons-nous? Voilà. On peut ne rien en faire, bien sûr. Voilà, c'est le cas du conte dans Figaro, dans l'âge de Figaro. On peut évidemment simplement se maintenir ses acquis, mais voilà, on ne jette pas la lance plus loin finalement, c'est un peu décevant. Ou bien fructifier bien sûr cet héritage. Voilà. C'est finalement à l'enfant, ça c'est la responsabilité de l'enfant, ce n'est plus du registre des parents, simplement le registre incitatif, on va dire, mais c'est la responsabilité de l'enfant de porter cet héritage et de le porter plus loin, de faire quelque chose de ce qu'on lui a donné. Oui, exactement. Et pour faire quelque chose c'est là aussi... et pour faire quelque chose de ça, il faudrait justement, d'une part, la possibilité, donc, déjà de recevoir ce fruit-là. Donc il y a aussi un devoir, d'une certaine manière, des parents de transmettre quelque chose, de transmettre quelque chose à l'enfant, et qui permet et de laisser à cet enfant la liberté d'une certaine manière, bon, le mot est peut-être un peu trop fort, mais d'une certaine manière de transcender ce que ses parents lui ont transmis. Bien sûr, c'est toute la problématique d'ailleurs des premiers dialogues de Platon, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transmet la vertu? Est-ce qu'on peut déjà la transmettre? Est-ce qu'on peut enseigner la vertu? Et si c'est le cas, comment le faire? Pour ma part, je dirais que on sait souvent pourquoi les enfants tournent mal. C'est des mauvais parents, c'est des parents qui s'en occupent pas, etc. Voilà. On sait pertinemment pourquoi une mauvaise éducation produit évidemment des mauvais fruits.
En revanche, on peut jamais être assuré, c'est ça un petit peu la complexité de l'éducation, je trouve, pour ma part. On peut jamais être assuré de bien faire les choses. On le sait quand elles sont mal faites et l'enfant le saura très tôt, enfin assez tôt. Mais il est difficile de savoir si on a très bien fait les choses, sachant que des enfants élevés dans la même famille vont réagir différemment à la même éducation. Donc ça prouve qu'il y a cette indétermination encore dans la gestion, si je puis dire, de l'héritage. Et Platon disait la chose suivante justement dans ces dialogues où vraiment il s'interroge sur cette difficulté à transmettre la vertu. Par exemple, Excuse-moi Yannis, c'est quel dialogue? alors c'est notamment le Ménon. Le Ménon commence par cette question, la vertu s'enseigne-t-elle? On trouve ça aussi dans le premier Alcibiade, c'est vraiment les dialogues de jeunesse, les premiers dialogues de Platon. Et cette question n'a pas de réponse. C'est ça qu'il faut noter aussi chez Platon. Cette question reste aporétique. Platon ne donne pas de réponse à cette question que je devine, enfin que je pense moi être dictée par l'angoisse. Parce que tout le parcours personnel de Platon, dans la République, la Callipolis bien sûr, mais aussi dans ses voyages en Sicile, lorsqu'il s'est compromis avec des tyrans, en espérant voir en eux des rois philosophes, voilà. Mm. Avant notre roi philosophe actuel, le vrai Emmanuel Macron, bien sûr. Eh bien, Platon, la question de Platon, c'est comment faire en sorte de produire une engeance de qualité, voilà, Mm. des, Mm. des bons citoyens pour la cité qu'il espérait. Voilà, Mm. comment les produire. Alors, on a souvent critiqué l'eugénisme de Platon, et c'est vrai que Mm. c'est de l'eugénisme d'une certaine manière. Platon s'est beaucoup inspiré de Sparte, bien sûr, dans la République, mais c'est un eugénisme au service de l'excellence, je dirais, non pas raciale, comme ce sera le cas au 19e, 20e siècle, mais de l'excellence du point de vue de ce que l'homme peut devenir, au maximum, on va dire. Voilà. Au mieux, oui, dans le bien. Au mieux, exactement. Si on voit bien les gardiens dans la République, alors on mettra au mérite de Platon que c'est à la fois des hommes et des femmes. Platon, tout eugéniste qu'il soit, et pour l'égalité des sexes, qui est Mm. remarquable pour l'époque, bien sûr, et il assume la vague de ridicule, c'est Socrate qui dit ça littéralement, la vague de ridicule qu'il affrontera lorsqu'on saura que les gardiens s'entraînent nus, donc hommes et femmes confondus. Voilà. Et Platon se dit, on va me rire au nez parce que, évidemment, envisager des femmes nues au milieu d'hommes nus, c'est absolument contraire à l'esprit des Grecs, où seuls les hommes, nus d'ailleurs, s'affrontaient. Donc, il y a cette idée d'une difficulté à transmettre la vertu, même si on fait le maximum. Voilà ce qui m'a plu dans ces textes-là que j'avais commentés dans le temps, au début des années 2000, dans les textes sur Nietzsche et Platon. Mais d'ailleurs, excuse-moi Yanis, juste pour rebondir, mais dans l'eugénisme, ce qui est intéressant, c'est que dans l'eugénisme de Platon, Platon justement envisage de séparer les enfants de leurs parents et que Oui, les enfants n'aient pas de lien, ne connaissent pas leurs parents, justement pour qu'ils ne soient pas souillés d'une certaine manière, ou même pas, ce serait pas souillé le mot le plus exact, pour qu'ils ne soient pas oui, compromis, contaminé, peut-être, compromis. Ouais, ouais, c'est ça. Ça voilà, serait peut-être plus par une adapté mauvaise par. éducation libérale, individuelle. Oui, Ouais. oui, Platon pensait qu'on limiterait on va dire, la mauvaise descendance, en effectivement, tu as raison, c'est un texte très important, en mentant finalement aux enfants, c'est ce qu'il appelle le pieux mensonge, ça c'est un mensonge acceptable pour Platon, qui évidemment est contre le mensonge par ailleurs. On fera aux enfants le pieux mensonge de leur dire qu'ils ne sont pas nés de mère et de père, mais de la terre, donc ils sont des Athéniens impurs, enfin ils sont Mm. leur mère ou leur père est Athènes, leur père et leur mère est la ville, la cité, donc qu'ils ne doivent allégeance qu'à la terre. Voilà. On Et notera la que dans cité, oui. voilà dans la cité idéale qu'il appelle Callipolis, la belle cité. On notera que dans l'histoire, il y a eu des tentatives. C'est pas que de l'idéalisme politique comme chez Platon, mais il y a des tentatives de ce type. On pense aux janissaires, par exemple, de l'Empire ottoman, qui étaient, semble-t-il, des jeunes, parce qu'ils étaient blonds aux yeux bleus, des jeunes grecs, des jeunes non turcs qu'on arrachait à leur famille à la naissance pour les élever, pour en faire des. Alors c'est assez diabolique, bien sûr, mais pour en faire des suppôts du régime ottoman.
Donc effectivement, chez Platon, il y a cette idée qu'on peut pas laisser l'éducation d'enfants prometteurs. Il appelle ça des belles plantes. Enfin, il y a toujours la métaphore végétale chez Platon. Il ne faut pas laisser ces enfants grandir dans une éducation, on va dire, individualiste ou une éducation inadaptée à leurs talents. Il faut que l'État, la cité les prennent en charge pour qu'ils puissent arriver à leur plein potentiel. Oui, oui, oui. Aussi parce que je pense que Platon voyait le danger, un certain danger dans le fait que la cité soit dirigée par des personnes qui étaient liées à une histoire, à des familles riches et qui avaient donc, qui étaient donc plus attachées, ce qui était donc plus attaché aux biens, euh, aux biens familiaux qu'aux biens de la cité, qu'à l'intérêt général. Et que, Complètement. Et inévitablement, une telle personne, avec autant de pouvoir, n'aurait que le devoir, finalement, ce serait presque un devoir pour lui, que de répondre aux intérêts de sa propre famille, plutôt que pour les affections familiales, qu'il emporterait sur le civisme. voilà, On complètement, peut faire un complètement. parallèle flagrant quand même avec aujourd'hui. Bien sûr, complètement. Et le propre oncle de Platon, d'ailleurs, Critias, faisait partie des 30 tyrans, les fameux 30 qui avaient tyrannisé Athènes à une époque. Et donc, Platon lui-même est conscient de ce risque que même dans une famille voilà, noble, comme l'était la famille de Platon, dont le vrai nom était Agathon, hein, Platon est un surnom, eh bien, même une famille prometteuse, même une famille noble comme celle-ci peut avoir évidemment des branches pourries, si on peut dire. Ouais. Alors, tu voulais lire tout à l'heure un passage de Nietzsche. Oui, je parlais de l'héritier. Enfin, tu rappelais que l'enfant, une fois né, alors je reviens peut-être un petit peu en arrière pour ça, mais voilà, on l'a dit, la naissance est toujours un hasard absolument incontrôlable. En réalité, hein, on peut contrôler certains aspects, comme on l'a vu. On peut provoquer un accouchement à telle heure, tel jour, bien sûr. Voilà, je parle pas de Mm. ça, bien sûr. Mais enfanter, c'est toujours, comme j'ai pu le dire, enfanter, c'est toujours prendre un risque, parfois inconsidéré. Voilà. Si on fait un enfant aujourd'hui à 45 ans, 50 ans, on connaît les risques, voilà. Et bon, parfois ça passe, on a de la chance, mais voilà. Évidemment, les statistiques, même si elles sont parfois trompeuses, les statistiques révèlent cet aspect-là des risques liés à la naissance. Mais voilà, on pense aujourd'hui gérer des risques, alors qu'en fait, on ne peut pas gérer le hasard. Le hasard n'est pas gérable. Et je pense pour ma part que le fait de parler de risque est une manière d'édulcorer le hasard, parce que le risque est Mm. par définition prévisible, en tout cas peut être prévu, peut être étudié, etc. Voilà, on a fait ça, on fait ça depuis au moins 30 ans. Ulrich Beck avait écrit sur cette théorie du risque. Mais ce n'est pas tant un risque ici, mais un hasard incontrôlable. C'est-à-dire, encore une fois, lorsqu'on fait un enfant, on n'a aucune idée de ce qu'il peut devenir. Alors, on a des espoirs, bien sûr, on a des attentes. Comme j'ai dit, des projections vagues, pas des projections très précises, sauf pour les études qu'on souhaiterait qu'il fasse ou le métier qu'on souhaiterait qu'il adopte, etc. Mais l'enfant peut toujours devenir idiot, voilà, c'est le risque hein, quand on fait un enfant. On peut avoir un enfant moins intelligent que soi. Euh, Tu connais forcément Mathilda de Roald Dahl, qui est censurée désormais par les woke, les wokistes. Dans Mathilda de Roald Dahl, cet enfant qui est né dans une famille de débiles, on va dire, dites de grands idiots, et donc elle souffre bien sûr parce qu'elle aime lire, etc. Mais il y a Mm. l'inverse aussi, c'est-à-dire il y a l'enfant idiot dans une famille intelligente ou d'un couple intelligent. Voilà, je pense que même si on aime cet enfant, bien sûr, même si
on fera le maximum pour lui, bien sûr, etc. Il y aura toujours cette petite déception d'avoir un enfant qui finalement, malgré le talent des parents ou le talent combiné, eh bien, est en deçà des attentes. Imagine d'ailleurs si un jour un de nos enfants se retrouve au Marseillais à Rio ou les habitants d'Uppsala en Californie, je ne sais pas s'il y a ces émissions-là en Suède aussi. Imagine le choc pour nous si notre enfant fait quelque chose d'absolument dégradant comme cela. Donc voilà, c'est toujours un risque parce que bon, déjà l'enfant peut mourir à la naissance ou après, l'enfant peut mal tourner, voilà. Je pense qu'il faut toujours garder cette idée de risque à l'esprit parce que du hasard de la rencontre des parents déjà jusqu'au hasard des combinaisons génétiques, il y a évidemment une grande marge d'indétermination. Mais pour te répondre à présent plus directement, donc une fois né, l'enfant, bien sûr, est malgré tout un héritier. Hein, ça ne remet pas en cause l'idée de hasard. Mais l'enfant, évidemment, va porter un héritage, comme tu l'as dit, physique déjà. Il ressemble en général, hein, pas toujours d'ailleurs, mais il ressemble à ses parents. Il va porter aussi ça c'est moins amusant, peut-être des maladies héréditaires ou des troubles génétiques qui affectent les parents. J'ai discuté ce midi avec un pédiatre spécialiste en nutrition qui insiste beaucoup sur la prédisposition génétique à l'obésité. Et là, évidemment, on choisit pas cette famille et pas non plus ces maladies. Voilà. Et donc, Nietzsche, pour évoquer cette question de l'héritier involontaire, prend l'image du chameau dans un texte d'Ainsi parlait Zarathustra qui s'appelle Les Trois Métamorphoses. C'est dans la première partie du Zarathustra, au tout début du livre finalement. Et les trois métamorphoses de l'esprit sont d'abord le chameau, je vais le résumer rapidement, le chameau, puis le lion négateur, et enfin l'enfant. Alors c'est un enfant contre-intuitif, comme on va le voir. Mais nous naissons tous chameaux, comme dit Nietzsche de manière absolument géniale. Nous naissons tous chameaux, c'est-à-dire écrasés. Le chameau est un gros porteur, comme on le sait, il peut supporter des poids très très lourds. Nous naissons tous écrasés par ce passé que nous n'avons évidemment pas le moyen de développer, auquel nous ne pouvons pas nous opposer à un si jeune âge. Voilà. Donc, plutôt que de naître, voilà le trait intéressant de cette parabole chez Nietzsche. Plutôt que de naître innocent ou table rase, comme on peut le dire, le bébé est un nouveau commencement, etc. Toutes ces absurdités, ces bêtises. En revanche, nous naissons avec un bagage très très précis. Voilà en quoi le chameau ne choisit pas ce qu'il porte. C'est l'adolescence, on peut imaginer que c'est l'époque de l'adolescence, qu'il rejette ce poids. Alors là encore, Nietzsche est intéressant parce que le lion négateur va rejeter le poids que le chameau portait docilement, mais de manière absolue, sans discerner le bien du mal dans ce qu'on lui a transmis. Donc évidemment, il va jeter le bon en même temps que ce qui l'écrase. Voilà. Et on imagine très facilement ça chez l'adolescent qui crache un peu dans la soupe, qui renverse la table, etc. Mais la troisième étape est intéressante ici, c'est celle de l'enfant qui rit, nous dit Nietzsche, l'enfant rieur. L'enfant se trouve à la fin. Voilà, nous commençons par être vieux. C'est un peu comme dans la parabole du politique de Platon, ou bien dans Benjamin Button, cette histoire de Nietzsche. Et que nous commençons par être vieux, et nous devons, alors tout le monde n'y arrive pas pour Nietzsche, certains restent finalement pris dans leur héritage sans pouvoir s'en libérer ou sans pouvoir même l'interroger. Nous en libérons progressivement. Et au bout d'un moment, voilà, nous accédons à ce que Nietzsche appelle une seconde innocence, parce que la première n'existe pas. Nous ne sommes pas innocents à la naissance, mais une nouvelle innocence où nous sommes conscients de ce que nous avons hérité, et là nous l'assumons ou non volontairement. C'est-à-dire que là l'héritage devient conscient, et là je décide de suivre Là, on peut penser que c'est une décision consciente et réfléchie pour le coup, et pas juste un geste de confort, mais je décide d'accepter ce destin qui était déjà le mien,
ou bien au contraire de le rejeter. Et voilà une dernière chose, Nietzsche, comme on le sait, était petit enfant, arrière-petit enfant d'une longue lignée de pasteurs protestants. Et évidemment, devenir lorsqu'on est, lorsqu'on est un descendant d'autant de pasteurs protestants, c'est un total renversement. C'est évidemment le contraire de ce qu'on aurait pu espérer, peut-être attendre de lui au départ. D'accord. Est-ce que, est-ce que Nietzsche, dans ce passage dont tu parles, est-ce que il y a un moyen de se libérer de, de l'état de chameau d'une certaine manière, de se libérer de l'état de chameau par l'éducation, par la liberté? Est-ce que le chameau souhaite se libérer déjà? Que deviendrait un chameau s'il ne peut plus porter des choses? Il resterait sans emploi. Voilà, il faut qu'il y ait un coup de semonce, il faut qu'il y ait une rébellion, voilà, que Nietzsche décrit très bien aussi dans la préface d'Humain trop humain. C'est-à-dire, il y a un moment où on ne peut plus supporter le statu quo. Il y a cette poussée, Nietzsche l'a décrit très très bien, une sorte de poussée intime vers le départ. Voilà, c'est l'enfant qui quitte le nid familial, parfois pour aller très loin, pour aller sur un autre continent, etc. Il a ce besoin-là de s'éloigner de sa famille, de ses habitudes, etc. Donc, il y a une vraie prise de conscience, je dirais, chez le chameau, si on suit les métamorphoses, une prise de conscience que jusque-là, il était passif, il était soumis. Voilà. Que finalement, il ne portait pas volontairement ce qu'il portait, mais qu'on lui avait imposé cette charge. Oui, 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 je vois. Tout à fait, je pense que c'est une des difficultés de l'enfance, c'est que on n'a pas il y a beaucoup l'enfant subit beaucoup ce qu'il vit, il a très peu il n'a pas la possibilité d'agir dessus comme un adulte peut agir sur son quotidien ou son présent. Bien sûr, moi je pense souvent à ça quand je vois des gens entraîner des enfants de 2 3 ans. Voilà, l'enfant évidemment ne sait pas où il va, n'a sans doute pas envie d'y aller. Et donc, effectivement, on fait subir. Alors, si on est des parents intelligents, si on l'emmène à l'opéra, tout va bien. Mais si on l'emmène au McDo ou si on l'emmène au Parc des Princes, etc., évidemment, l'enfant finira par penser. Ça, c'est une époque, enfin, je dirais jusqu'à l'adolescence. L'enfant pense spontanément que ce que font ses parents est bien pour lui. Et c'est au moment où il Mhm. s'interroge là-dessus, c'est le moment où il se dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment dans mon intérêt? Que là, la rébellion commence à sourdir. Et est-ce que le lion, c'est cet adolescent rebelle ou enfin rebelle qui conscientise? Oui, je pense que c'est une étape. Nietzsche a souvent, dans les Mains trop humains 1 aussi, dans la préface, a souvent montré que c'était une étape, cette révolte où on renverse la table, où on jette un pavé dans la mare, on s'éloigne sans revenir, ou sans avoir la volonté de revenir au départ. C'est une étape où on a besoin de se libérer. Voilà. N'importe où sauf ici. Voilà ce que se dit l'esprit libre, dit Nietzsche. Il faut absolument prendre ses distances, s'écarter. C'est comme une mesure de sauvegarde, voilà, au début. Donc, je dirais, en termes modernes, c'est une sorte de mécanisme de défense, le lion, mécanisme de défense de rejeter ce qu'il a subi jusque-là. Donc, il y a une prise de conscience, tu as raison, conscientisation, mais encore imparfaite. C'est-à-dire qu'il souffre encore de ce rejet. Il éprouve encore un peu de culpabilité dans le fait de s'éloigner de tout ce qu'il a aimé jusque-là. Il ne comprend pas pourquoi il éprouve ce besoin, en fait, de s'écarter. D'où la dernière étape de l'enfant rieur, qui est capable de rire de son propre sort. Voilà, là, il est réconcilié avec son héritage, il ne le subit plus. Il n'a pas non plus, il n'a plus non plus d'animosité. Ça, je trouve ça c'est très important. Il faut parfois pardonner à nos parents, comme on dit. Il n'a plus d'animosité envers ses parents. C'est-à-dire, il comprend que, étant qui ils sont,
Ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ce qu'ils ont fait avec lui. Voilà, je pense que ça, c'est l'aspect de lucidité que doit avoir un enfant. Et après, ils doivent aussi avoir le courage de se dire, mais étant moi différent, étant qui je ne suis pas obligé de reproduire le schéma parental. Voilà. C'est dans cette prise de conscience réelle, cette fois claire, de ce qui s'est passé, qu'il peut s'en affranchir réellement. Et pas simplement théâtralement comme le lion. Oui, donc une certaine douceur d'âme doit se construire. Et je pense que ça peut se faire qu'à partir du moment où on a conscience de cette liberté qu'on a par rapport justement aux liens familiaux et aux affections familiales. Je pense que tant qu'on n'a pas conscience de cette liberté et qu'on n'est plus... euh, qu'on a la possibilité en fait d'être autonome et de donner au sens conscient ses propres lois et de faire bon usage de sa liberté, mais et qu'on peut se libérer, qu'on peut grandir, qu'on peut mûrir, qu'on peut changer, qu'on peut muer aussi d'une certaine manière. Euh, et c'est dans ce, pour reprendre ce que tu avais écrit dans le sujet, un destin anxiolytique qu'il assumera ou rejettera par la suite, sans pouvoir s'en affranchir totalement. Et je pense que c'est ça aussi. Alors je sais pas si dans cette douceur d'âme, il y a aussi le fait de savoir que d'une certaine manière, on peut choisir cette liberté de se détacher et de se définir autrement, mais d'une certaine manière, il y a aussi la sagesse de reconnaître que c'est aussi quelque chose qui nous définit. Oui, complètement. Je pense qu'il y a un moment de, comme j'ai dit, de lucidité, où on comprend que si on peut s'opposer à ses parents, si on a pu devenir ce que l'on est, comme dit Nietzsche, en reprenant la fameuse phrase de Pindar, si on a pu devenir ce que l'on est, donc en s'écartant bien sûr de ses proches, hein, Nietzsche a pu dire cette phrase cruelle envers sa mère et sa sœur, que c'est avec ses parents qu'on a le moins de parenté, de parenté intellectuelle. Voilà. Donc, mais si on peut prendre conscience de ça, il faut aussi, et c'est ça ce que fait l'enfant dans la dernière métamorphose de l'esprit, il faut aussi de la gratitude envers ces parents-là. Voilà, il faut surmonter le ressentiment, plus exactement. C'est ne plus en vouloir aux parents, de ne pas cette fois être eux à la hauteur des attentes que j'ai envers eux, que j'aurais voulu qu'ils soient, etc. Tu sais, le fameux roman familial lorsque des enfants s'inventent des parents imaginaires auxquels ils attribuent une vie plus glamour que ceux de leurs vrais parents. Donc, il faut dépasser cette déception aussi du côté des enfants. Je pense, quand je sais pas, quand on est auteur et qu'on lit un livre qu'a écrit son père, par exemple, voilà, quand on est amené par la vie est assez ironique, justement, les hasards sont assez ironiques parfois, sans vouloir l'être, mais on est amené à faire quelque chose dans lequel nos parents excellaient ou pas. Et là, le fait de se comparer à eux, bien sûr, est très, très, très problématique pour nous, voilà, parce que nous cherchons à nous définir pour nous-mêmes. Voilà, Nietzsche dit que l'enfant crée son propre monde à partir de là, c'est-à-dire que une fois qu'il a pris conscience de son héritage, il ne peut pas s'en débarrasser. Voilà, le destin est toujours là, le destin axiologique. Mais comme on l'a dit, là on est dans la mort fati, c'est-à-dire on dit oui à ce destin. On ne rejette plus ce destin comme le lion de manière un peu superficielle, un peu rapide, parce qu'il faut absolument se libérer, parce qu'il y a urgence, on étouffe dans ce cadre familial qui ne nous convient pas. Mais là, on est réconcilié avec cet héritage, réconcilié finalement avec cette famille. C'est le moment, je pense que on pourrait arriver tous à cette sagesse. Ce moment où on se retrouve dans un cadre familial, où finalement les gens n'ont pas changé depuis 50 ans, qui disent les mêmes choses, où on subit le même genre de blagues, d'ironie, etc. Voilà, pour des choses qu'on a commises il y a 50 ans. Et on le vit pas mal. Tu vois, on va pas se lever et partir de la fête de Noël parce que c'est pas comme le film danois Festen. On va pas créer un grand clash, etc. Mais finalement, ben, ils sont ce qu'ils sont. Voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont que j'ai pu devenir aussi ce que je suis.
Donc voilà, c'est là où la gratitude doit l'emporter, parce que c'est pas, pour le coup, c'est pas un hasard si je suis devenu, si je suis, pardon, ce que j'étais, si j'étais ce que j'étais, mais c'est ma liberté de devenir ce que je peux être. Voilà, c'est encore la parabole des talents, c'est-à-dire que je suis parti avec un bagage, suffisant ou pas, pauvre ou pas, et je les conduis plus loin. Voilà, donc ma part de responsabilité ou d'autonomie, comme tu disais, elle se situe sur ce que je fais de cet héritage-là. Ouais. Et je fais une autre allusion à un philosophe que j'aime beaucoup aussi, le stoïcien Épictète. Bon, sans reprendre la dimension religieuse, mais l'exemple est intéressant. Épictète dit à un moment, Dieu nous a donné, alors c'est le Dieu, enfin c'est pas Dieu chrétien bien sûr, mais même si Épictète est un contemporain de Jésus, mais le Dieu nous a donné un certain équipement. Voilà, nous avons des jambes, des bras, des yeux, etc. Il nous a donné un certain équipement, y compris une faculté rationnelle. Et certains lui reprochent, d'Épictète, dans un très beau texte, certains reprochent au Dieu de ne pas nous avoir donné aussi la liberté, une liberté infinie, de nous permettre de savoir quels sont les bons choix. Épictète, de manière assez désarmante, dit, mais attendez, si vous avez donné ça, quel mérite auriez-vous de devenir bon? Tu vois? Quel mérite auriez-vous de progresser? Parce qu'en fait, vous feriez que dérouler justement un programme que Dieu, le Dieu bon ou trop bon a eu la gentillesse de vous fournir. Mais Épictète dit en fait, le Dieu nous a donné cet équipement, mais après nous a permis de librement en user. Et là, effectivement, évidemment, on peut mal en user, on peut dilapider cet équipement, on peut voilà maltraiter son corps, par exemple, etc. Alors que nous avions finalement tout le nécessaire. Alors après, Épictète, bien sûr, je fais un cours sur le handicap ce week-end en Suisse, mais Épictète, bien sûr, est un auteur qui part de gens valides, hein, parce que si on est handicapé, si on est né aveugle, voilà, dans la vie, bon, bien sûr qu'on peut rebondir, on peut accepter son sort, on peut en faire une force, etc., comme on dit, mais voilà, l'équipement n'est pas toujours celui souhaité. Mais en tout cas, la fin de l'idée, c'est-à-dire que nous avons la liberté d'en faire ce que nous voulons. Cela montre que cet héritage n'est pas figé. Cet héritage, on peut pas s'en écarter, on peut pas l'oublier, on peut pas l'effacer, mais on peut en faire quelque chose d'autre. Ouais, tout à fait. On a la possibilité de le transformer. Il y a quelque chose tout de même que je souhaiterais rajouter, parce que je suis pas sûre de l'avoir bien exprimé tout à l'heure, mais je pense que et après on pourra terminer l'épisode, sauf si tu souhaites ajouter autre chose. Mais il y a quand même quelque chose dans cette transformation et dans la gratitude dont tu parles tout à l'heure. C'est gratitude par rapport à ses parents, mais c'est aussi par rapport à soi-même, je pense. Parce que comme on peut pas, comme on le disait au début, on peut pas tout contrôler. On peut pas tout contrôler, que ce soit ce que font les autres ou ce que nous faisons nous-mêmes dans notre vie, et que inévitablement il y a des choses qu'on va faire, qu'on va voir ressortir et qui peuvent être rattachées à ce qu'on peut avoir vécu d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est là aussi le détachement qu'il faut avoir, et je pense l'humilité qu'il y a à avoir dans cette transformation et par rapport à ce destin à accepter et à assumer, c'est qu'il y a une part d'indétermination, justement. Oui, complètement. Complètement. Moi, je défendrai encore, pour finir, cette part d'indétermination, parce que comme je disais dans le résumé, le destin axiologique dont je parle, les jugements de valeur qui sont en nous, est à ne pas confondre avec le destin social, comme l'envisage Pierre Bourdieu, par exemple. Ouais. Alors, qui critique, comme on sait, la reproduction des élites. Alors, facteur, c'est un peu petit de le rappeler, mais facteur amusant, son propre fils Emmanuel a fait l'école normale, comme son père, reproduisant un schéma malgré tout élitiste. Mais je pense que cette idée de destin social est très réductrice, parce qu'évidemment,
évidemment, alors les statistiques ont raison là encore, évidemment qu'un fils d'ouvrier a moins de chances de faire l'école normale qu'un fils d'enseignant, évidemment que cet aspect sociologique est globalement vrai, mais je trouve que c'est encore une manière de nier le hasard, de nier justement le hasard des trajectoires, le fait que, on le voit beaucoup aujourd'hui, bon, dans des choses aussi futiles, mais on voit que des gens peuvent s'extraire par leur talent de footballeur ou d'artiste, etc., peuvent s'extraire de milieux très défavorisés pour finalement vivre une belle vie, ou en tout cas ce que certains estiment être une belle vie. Donc je dirais que, alors on me reprochera bien sûr que c'est des individus isolés, qu'on ne peut pas généraliser cela, etc. Mais je pense qu'on accepte à un moment un destin social aussi, c'est-à-dire on s'y soumet. Là encore, on a l'image du chameau, c'est-à-dire que quelle est la part de fatalité ou de déterminisme social? Certains parlent de fatalité sociale. Déterminisme social dans ce que nous sommes, dans ce que nous devenons, voilà, qui est largement prévisible selon Bourdieu, si on tient compte des catégories socio-professionnelles, etc. Quelle est la part de déterminisme social et quelle est la part de démission individuelle? Voilà. Alors là encore, sans vouloir jeter la pierre à des gens qui sont maltraités, qui sont mal nés, si on peut dire rapidement, maltraités par la vie déjà, qui n'ont pas la possibilité, comme nous peut-être, de nous extraire de conditions difficiles. Mais pour ma part, je refuse de nier cette petite marge de liberté individuelle, voilà, qui est écrasée, je trouve, dans le déterminisme social, dans toutes les discussions de Bourdieu sur le capital social, le capital symbolique, etc., qui sont vrais, bien sûr, mais qui sont aussi maintenus par l'acharnement de certains à sauvegarder leurs privilèges et la résignation peut-être trop rapide des autres. Voilà. Et je pense que ce qui est triste dans cette configuration de destin social, c'est qu'aujourd'hui, on le voit dans les nombreuses manifestations qu'il y a en France, aujourd'hui, quand certains retrouvent cette verve anti-riche ou ce goût de la lutte des classes, on sent justement ici un peu de ressentiment. C'est-à-dire que les autres, on retrouve le au marché, les autres ont juste eu de la chance de naître mieux que nous. Voilà, il y a une chanson de NTM là-dessus sur ceux qui sont bien nés et ceux qui sont mal nés. Alors, tout ça est vrai, mais réducteur. C'est-à-dire, je pense que même si on est mal né, même si on a eu des mauvais hasards qui ont présidé à la naissance, voilà, tout n'est pas joué à la naissance. C'est là où on retrouve l'indétermination malgré le destin. Tout n'est pas joué à la naissance. Beaucoup de choses peuvent survenir encore. Des hasards favorables, cette fois, peuvent compenser un destin, surtout le travail de la personne, un destin malheureux, voilà, un destin préécrit, et nous sortir justement de ce déterminisme social. D'accord, merci beaucoup pour ce dernier complément qui ajoute de la matière à discuter pour le séminaire qui aura lieu donc le 16 mars. Est-ce que ça te va qu'on termine sur ça? Oui, très bien, oui, terminons là-dessus. Voilà, parfait. Très bien. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt!